présente Michael Pinto, je dirige Mobility Plus pour la France. Merci à Rachel qui est là aujourd'hui avec moi et pour toute l'organisation et le suivi et la préparation de ce webinaire. Comme vous le savez ou peut-être pas, en fait, nous avons de manière régulière, quasiment tous les mois, un épisode lié aux enjeux sur tout ce qui tourne autour du véhicule électrique et la borne de recharge. On est aujourd'hui fiers de démarrer 2024 avec notre premier épisode qui porte sur effectivement les enjeux d'investissement. Alors, on parle donc du premier webinaire de l'année, notre série Branchez-vous à l'électromobilité. Donc, je vais commencer peut-être tout d'abord. Effectivement, on est janvier 2024, il est encore temps, on est le 25, il nous reste encore quelques jours pour se souhaiter bonne année. Donc effectivement, au nom de toutes les équipes Mobility Plus, je vous souhaite à tous une excellente année 2024 pour vous, pour vos proches et évidemment que ce soit au plan personnel ou au plan professionnel. Donc nous vous souhaitons donc 2024 comme pour nous ce qu'on dirait très électrique. Donc pour poursuivre sur effectivement 2024, pour l'écosystème de la recharge, clairement 2024 est une année charnière en France. Alors, il y a une convergence de facteurs qui font très certainement de 2024 une année d'inflexion pour l'univers du véhicule électrique et des infrastructures de recharge. Comme vous le savez peut-être, notre société existe depuis 2016, a démarré dans les marchés du Nord, qui sont beaucoup plus avancés que la France, mais clairement aujourd'hui, on a une impulsion générale, une convergence de facteurs. Je vais prendre un par un. Premièrement, que ce soit l'échéance de la loi LOM, que ce soit si vous avez eu l'occasion de regarder le nouveau plan de loi de finances 2024, le PLF, avec des cibles qui sont plus dures et cette fois aussi contraignantes sur la bascule des flottes d'entreprises. On parle de la mise en œuvre des FE. Aujourd'hui, on a des objectifs et des obligations réglementaires à une échéance 2025 qui pose un cadre clair et ambitieux d'équipement et de bascule vers le véhicule électrique. Alors, cela se combine aussi avec des incitations financières, des subventions pour l'acquisition de ces véhicules. Surtout, on peut parler des obligations, on peut parler de beaucoup de choses. Nous, en tout cas, ce qui est marquant aujourd'hui, c'est que les investissements massifs qui ont été entrepris depuis plusieurs années par les constructeurs automobiles dans leur technologie électrique, ça débouche enfin sur la mise sur le marché d'une offre massive de nouveaux modèles électriques qui sont attractifs et qui stimulent effectivement l'adoption du véhicule électrique, au-delà des obligations ou au-delà du reste. De plus, cette tendance, elle devrait s'intensifier avec l'élimination progressive des moteurs à combustion par ces mêmes fabricants qui ont du mal à assumer deux technologies radicalement différentes, et l'accumulation aussi de réglementations de taxes qui vont rendre l'utilisation des véhicules thermiques, même si on peut les aimer beaucoup, de plus en plus onéreuse. Donc pour les entreprises, qu'elles soient propriétaires ou locataires d'actifs immobiliers avec des parkings ou avec des véhicules qui portent l'activité opérationnelle, ce besoin en infrastructure de recharge, au-delà d'être obligatoire, s'avère surtout aujourd'hui nécessaire et va aller croissant pour pouvoir servir les clients, les visiteurs, les salariés des sites des entreprises. Alors, pour vous aider, avec ce besoin croissant, il se pose une question fondamentale aux décideurs, que ce soit les directions financières, direction achat, direction immobilière, souvent en impliquant la RSE, direction générale. En tout cas, c'est quel modèle de financement adopter? Alors, pour vous aider à répondre à cette question, on va d'abord passer en revue en premier lieu le modèle économique de la recharge, avec lequel certains d'entre vous peuvent être familiers. On fera un rappel. Ensuite, on regardera les avantages et les inconvénients des grands modèles à votre disposition, à savoir investissement en propre ou tiers investisseur. Enfin, nous évoquerons le modèle Born as a Service, qui est une solution que nous proposons à mi-chemin entre autofinancement et tiers investissement. J'espère en 30 minutes avoir terminé et vous permettre de poser les questions pour qu'on puisse avoir un débat autour de ces différents sujets. Alors, pour commencer, le modèle économique de la recharge qu'on va rapidement rappeler. Tout d'abord, ce modèle économique qui est vraiment propre aux IRVE, il s'inscrit dans l'écosystème de la recharge. Donc, l'écosystème de la recharge, c'est un système complexe qui met en jeu de nombreuses parties prenantes, vous le voyez,
dont l'objectif principal consiste à s'assurer que le conducteur d'un véhicule électrique, ici, puisse se recharger de manière simple lorsqu'il en a besoin, et qu'en fait, à l'autre bout du câble, le propriétaire d'une borne puisse lui fournir les kilowattheures dont il a besoin à un prix qu'il a déterminé, et en même temps s'assurer qu'il sera payé pour ce service fourni. Et évidemment, c'est le rôle qui nous incombe à nous en tant qu'opérateurs IRVE et opérateurs de cartes de mobilité, c'est de faciliter, fluidifier ces flux transactionnels énergétiques et monétaires, tout en garantissant un service de qualité en toute transparence pour les deux parties. Si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas après le webinaire à nous contacter. Alors maintenant, le modèle économique, on va regarder les deux paramètres, à la fois les sources de revenus qui sont générées par les IRVE, ensuite les coûts. Alors, dans les sources de revenus, concrètement, comment on va monétiser une borne de recharge? En fait, les revenus qui proviennent de l'utilisation d'une borne, qui sont mis à disposition par un propriétaire, ça dépend évidemment du nombre de sessions de charge, ça paraît évident, qui sont effectuées par les conducteurs sur la borne, et aussi la quantité d'électricité, donc des kilowattheures qui sont fournis lors de ces sessions pour recharger les véhicules. Alors, grâce aux normes qui ont été établies pour l'écosystème de la recharge dont on parlait tout à l'heure, enfin juste avant, par les fabricants de bornes et les opérateurs de recharge, de réseaux de recharge, il y a 3 variables de tarification qui sont à votre disposition. Bon, la première variable, c'est le tarif évidemment de l'énergie fournie, c'est-à-dire le coût du kilowattheure consommé, le prix que vous allez facturer à la personne qui se charge. La seconde option de tarification, c'est de fixer un prix unique pour se connecter à la borne, indépendamment de la quantité d'énergie consommée. Ce tarif fixe va venir s'ajouter au prix des kilowattheures facturés utilisés dans la facturation finale, et il est évidemment là lui aussi entièrement à la discrétion du propriétaire. La troisième variable, c'est un tarif qui est basé sur la durée de connexion à la borne, et cette option elle est particulièrement pertinente dans la gestion de l'utilisation des bornes et pour éviter les voitures ventouses. Alors ces 3 paramètres sont ajustables par le propriétaire de l'installation via la plateforme de supervision, notre plateforme, évidemment en fonction de ses objectifs pour les IRVE dans lesquels il a investi. Et donc la plateforme sur lesquelles sont connectées les bornes va communiquer et va paramétrer l'ensemble des bornes de manière même indépendante pour pouvoir monétiser les bornes qui sont mises en place par les propriétaires. De l'autre côté, évidemment, en face de ces revenus, il faut engager des coûts et ils sont de 2 types. Donc le premier type, c'est effectivement les dépenses qui sont liées à l'installation des infrastructures qui sont nécessaires pour avoir une installation fonctionnelle prête à offrir le service. Alors, ça comprend évidemment les bornes et leurs accessoires, je ne vais pas rentrer dans le détail, ainsi que toutes les infrastructures électriques qui sont requises pour le branchement et l'alimentation de ces bornes. Alors, les coûts d'installation, c'est évidemment du CAPEX, un investissement. Il est comptabilisé au bilan quand on fait l'investissement. Et il sera amorti dans le compte de résultat avec des durées qui sont entre 5 et 15 ans en fonction des organes qui sont mis en place entre l'infrastructure électrique et les bornes. Ensuite, le second type de coût une fois la mise en service faite, c'est les coûts qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la valorisation de la recharge. Donc, c'est l'accès à la plateforme de gestion et de supervision du réseau de bornes, le support utilisateur, le suivi des sessions, les consommations, les services de facturation et de paiement, la télémaintenance, les maintenances préventives, éventuelles et curatives. Donc ça, c'est tous les coûts opérationnels de gestion du quotidien. Et évidemment, il y a le coût de l'énergie fournie, le prix du kilowattheure, qui est un élément crucial de l'équation économique, car si ce coût varie, ça influe directement sur la marge potentiellement de prix de vente et ça peut affecter l'attractivité de la borne. Donc, tous ces coûts opérationnels qui sont liés au service IRVE, à l'énergie, sont comptabilisés comme des charges opérationnelles dans le compte de résultat et viennent s'ajouter aux amortissements. Pour résumer effectivement l'équation, on a d'un côté des coûts fixes qui sont les amortissements et on va dire les coûts opérationnels, et puis des coûts variables qui sont liés aux consommations de kilowattheures et qui dépendent évidemment de la demande. Ça constitue le prix de revient.
Et ensuite, on peut y ajouter une marge et fixer un prix de vente qui est d'ailleurs libre d'être fixé par le propriétaire via son opérateur CPO. Alors, typiquement, on voit que ce prix peut varier énormément. Ça a d'ailleurs fait l'objet récemment d'une étude ou de commentaires, bon, pas toujours très très clairs ou très compris, mais dans tous les cas, en entreprise par exemple, la volonté de l'entreprise, c'est de fournir un service à ses salariés, c'est pas nécessairement de faire de la marge. Donc ce qu'on rencontre très fréquemment, c'est une fixation du prix de vente qui est plutôt autour du prix de revient des kilowattheures, et la partie qui est au-dessus est intégrée dans les coûts de fonctionnement. Et c'est un investissement qui est fait pour à la fois décarboner les flottes, les véhicules personnels et le trajet domicile-travail, et en même temps pour assurer un service et un service aux salariés sur les sites. À l'autre bout de la chaîne, on peut retrouver ce que j'appellerais le CPFP, le Charge Point for Profit. C'est tous des acteurs qui ont besoin ou qui sont même dédiés au fait de monétiser, de rentabiliser un investissement dans les infrastructures IRVE. Et donc, on retrouve souvent d'ailleurs dans cette catégorie-là des acteurs qui sont dans ce qu'on appelle les services d'itinérance, que ce soit sur les autoroutes, mais ça peut être aussi différents services, ce qu'on appelle le destination charging, des localisations comme des hôtels, des restaurants, des golfs, etc., où on peut avoir ici aussi une volonté de couvrir l'ensemble de ces investissements, quitte à des fois ne pas faire de marge, en tout cas à avoir un prix qui intègre l'ensemble des coûts dans le prix du kilowattheure final. Alors, une fois qu'on a compris ce modèle, la question c'est de dire, concrètement, quels sont les avantages des différents modèles à ma disposition en termes d'investissement, avec d'un côté, à un bout de la chaîne, l'investissement en propre, et à l'autre bout, effectivement, le tiers investissement. Alors, je vous propose qu'on regarde tout d'abord la partie investissement en propre. Alors, dans ce cas, c'est le propriétaire et ou le locataire, c'est un sujet qui peut être aussi sur lequel on pourrait faire un webinaire entier, mais en tout cas, le propriétaire ou le locataire des installations vont porter l'investissement dans les infrastructures électriques et les bornes de recharge. Alors, le premier avantage d'investir en propre, c'est bien sûr la liberté. D'abord, on est libre de choisir ses matériels, on est libre de choisir ses fonctionnalités en lien avec les usages entendus. C'est aussi la liberté de choisir son opérateur IRVE. Et puis, comme nous, on le constate assez régulièrement, où on nous demande d'intervenir sur des installations qui sont déjà installées, c'est éventuellement d'en changer si on n'est pas satisfait du service fourni. Donc, c'est aussi la liberté d'organiser la gestion de son parc sur ses sites, d'organiser les flux transactionnels, d'organiser la partie maintenance, exploitation en lien avec son opérateur, et d'avoir une organisation qui correspond à sa structure et son fonctionnement habituel, et qui permettent d'intégrer les IRVE dans la gestion de ses actifs immobiliers au service de ses salariés, ses clients, ses visiteurs. Alors la liberté, c'est aussi la liberté de choisir son fournisseur d'énergie. On a, en tant que nos clients sont les clients B2B, ils ont souvent des contrats qui sont liés déjà à leur consommation, et ça veut dire qu'on peut, sur ces contrats, souvent bénéficier de tarifs intéressants et faire bénéficier l'alimentation de ces bornes de ces prix intéressants pour fixer des tarifs qui sont intéressants en bout de chaîne pour le conducteur qui se recharge. Au final, c'est, comme je viens de le dire, c'est surtout la liberté de fixer ses tarifs et d'allouer la marge bénéficiaire qu'on a évoquée juste avant à ses propres objectifs business. Et ces objectifs business, ils sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux choisir de vendre le service de charge à prix coûtant et de ne faire aucune marge. Je peux différencier les tarifs en fonction des profils d'utilisateurs. Et puis, je garde surtout la liberté de revenir à tout moment sur ces choix en fonction du contexte business, de l'évolution des taux d'occupation du parc, de l'évolution des besoins et des usages au fur et à mesure de l'adoption du véhicule électrique dans mon écosystème business, chez mes fournisseurs, mes salariés, mes clients. Donc, voilà. Donc, dans une période de montée en charge et d'adoption du véhicule électrique, avoir la main sur son modèle économique, ça permet de bénéficier du retour d'expérience, de l'utilisation de ces installations. Et avec ce retour d'expérience, évidemment, ça permet d'affiner, d'ajuster les paramètres
pour optimiser l'équation économique et le service délivré. Alors, sur les parkings d'entreprise à destination de leurs salariés, cette liberté de fixer les tarifs va très souvent de pair avec une modération forte du prix payé en bout de chaîne par le salarié. C'est couplé aussi avec la motivation de stimuler l'adoption des véhicules électriques pour décarboner le trajet domicile-travail. Et ça veut dire que l'investissement en propre ou la solution de borne as a service, comme on le verra tout à l'heure, s'impose donc très souvent comme la seule solution raisonnable. L'autre avantage, c'est la maîtrise, parce que cette liberté, elle va de pair avec une volonté de garder la maîtrise et le contrôle complet de ses actifs parking et de son parc immobilier. Quand on choisit d'investir en propre, quand vous gardez la maîtrise de la vitesse de déploiement sur votre parc, vous gardez sur chacun de vos sites la liberté et la maîtrise du déploiement. Et ça veut dire qu'on peut adapter à sa guise ces installations pour coller au plus juste à l'accélération de l'électrification. Ça veut dire aussi phaser mes investissements tout en captant le potentiel qui est lié à cette accélération. Alors, s'ajoute à ça les évolutions technologiques, que ce soit le V2G, donc la réinjection par le véhicule dans le réseau d'énergie, ou ce qu'on voit comme écosystème du futur, une approche intégrée entre les énergies renouvelables, les bornes de recharge et les batteries de stockage, même si c'est encore un système qui n'est pas encore très rentable, mais tous ces éléments se développent au service de l'efficacité énergétique, et intégrer les bornes de recharge au sein de cet écosystème, c'est effectivement garder la maîtrise de cette équation-là. Un dernier point, un des facteurs essentiels en soutien à une solution propre, c'est que le véhicule électrique et son pendant nécessaire, la borne de recharge, quelque part, alors ils ont sonné le réveil d'une vieille classe d'actifs immobiliers qui est endormie, ou disons, je vais dire somnolente, qu'on appelle le parking. Effectivement, quand j'équipe une surface en dur de 12 mètres carrés d'une borne de recharge, je viens radicalement transformer son profil. Je lui adjoins un équipement de haute technologie qui embarque son propre module de communication, un compteur certifié, un lecteur de badge d'identification, un module de gestion énergétique temps réel, et tout ça qui est capable de délivrer un service qui est monétisable et qui est aussi essentiel au changement de paradigme de la mobilité. Donc, que ce soit au service d'un rendement immobilier qui dépasse largement les 10% en bornes traditionnelles AC et 15% pour les bornes rapides ou ultra rapides, que ce soit au service de l'attractivité ou de la compétitivité de ces actifs, effectivement, investir dans ces IRVE, c'est répondre aux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui, tout en se réservant l'accès au potentiel de l'électrification de demain et d'après-demain. Donc, ce choix maintenant d'investissement en propre, qui est attractif tant fonctionnellement que financièrement, ça vient clairement au prix de l'acceptation d'un certain nombre de prérequis. Tout d'abord, avant d'investir, il faut toujours comprendre dans quoi on investit. Ça veut dire que dans ce cas précis, s'intéresser au sujet des IRVE, s'intéresser aux technologies, aux usages, aux modèles économiques opérationnels, bref, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Bref, c'est acquérir effectivement un minimum de compétences en interne pour être un interlocuteur crédible, respecté de vos fournisseurs. Et j'espère que de tout cœur que notre série Branchez-vous électromobilité y contribue. Et c'est pour ça, effectivement, que nous l'avons conçu. Alors, investir en propre, c'est aussi accepter le risque d'exploitation. Qui est lié à l'incertitude de ce que sera le monde en 2030 ou 2035. Bon, les meilleures prévisions, ça restera toujours des données dans un business plan. Et la réalité peut toujours varier. Donc, les hypothèses de fréquentation qu'on intègre, le nombre de sessions, des durées de session, des kilowattheures chargés par session, ça restera toujours des hypothèses, et nous, on l'explicite toujours, avant le passage en gestion opérationnelle et la bascule dans la réalité. Donc, la donnée de l'équation de charge, par contre, dont on peut être absolument sûr, c'est que la croissance, il y aura, et qu'avoir la maîtrise de ces installations dans cette phase de croissance forte, ça permet de corriger, d'ajuster les modèles économiques opérationnels aux réalités, à vos réalités et aux besoins que vous rencontrez et qui se développent sur ces sujets aujourd'hui et dans l'avenir. Alors, l'autre point qui est du point de vue financier pas des moindres, c'est que pour investir en propre,
dans ses actifs parking équipés en IRVO, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la capacité ou l'appétence financière. Bon, on verra aussi plus loin que ça peut être contourné au travers de la solution basse. Cet obstacle, je vois que Rachel demande si les gens voient bien les slides. Je continue. Bon, l'obstacle de financement, ça peut être aussi un point de friction entre propriétaires et locataires. Dans la phase d'amorçage actuelle, où l'écosystème qu'on a vu tout à l'heure du VE peut maîtriser, ça peut sembler complexe, les questions du qui finance quoi, pour quel service et à quel prix, sur quelle installation électrique sera accordée, qui fournit l'électricité, sont des questions qui sont importantes et qui sont à travailler ensemble entre propriétaires et locataires en bon accord pour arriver à des solutions win-win dans la durée et qui servent au mieux les objectifs des deux parties. Alors, on a regardé le modèle de l'investissement en propre. Je vous laisserai après poser des questions en fin de session. Maintenant, regardons le modèle du tiers investisseur. Quand on recourt au modèle tiers investisseur, c'est un modèle aussi qu'on appelle souvent full exploitation. Dans ce schéma, comment ça fonctionne? C'est un tiers. Bon, ça peut être souvent un fonds d'infrastructure ou un opérateur IRVE qui en est doté, va porter l'investissement lié à la fourniture et à la mise en œuvre des IRVE. Au-delà de l'investissement, il pourra assurer son exploitation et il reversera en contrepartie un pourcentage sur les revenus encaissés, souvent d'ailleurs dans des bandes, et éventuellement un loyer pour l'occupation de la place de parking fournie qui est par le propriétaire pour assurer le service de charge. Donc, en fait, ça revient à concéder ses actifs à un tiers qui va se charger de fournir le service à ses clients, ses visiteurs, ses salariés, et qui va le valoriser pour son compte, et évidemment, au travers du pourcentage et des loyers, le compte du propriétaire. Alors, l'intérêt de ce modèle, évidemment, ça réside dans sa simplicité pour le propriétaire, qui délègue ainsi la valorisation et la gestion d'un actif immobilier à un acteur pour le valoriser par son équipement IRVE. Alors, quoi d'autre? Ça permet aussi d'éviter d'investir dans les IRVE sur ses actifs immobiliers et ça évite d'alourdir son bilan par des actifs qu'il faut financer, qui sont des actifs qui viennent effectivement s'ajouter aux actifs immobiliers. Alors, un autre intérêt, ça réside aussi dans le fait que le propriétaire transfère ce qu'on nomme le risque de charge sur cet acteur. Ça veut dire aussi que si un tiers investisseur vous fait une proposition d'équipement, ça veut dire a priori que votre site a très certainement un potentiel de rendement intéressant. Donc, si pour une certaine catégorie d'investisseurs immobiliers ou de gestionnaires d'actifs qui préfèrent pas s'engager directement dans quelque part la compréhension et la gestion des IRVE, ce modèle il a des avantages indéniables, avec effectivement des contraintes qui sont significatives, qui vont de pair avec l'adoption de ce modèle. Bon, le premier, on va dire, inconvénient, c'est la longueur du contrat de concession à octroyer aux tiers investisseurs. Bon, les amortissements, c'est des amortissements à 15 ans sur l'infrastructure électrique, c'est des investissements lourds, et ça exige souvent que la durée de concession soit équivalente pour permettre à l'investisseur qui va faire, en votre lieu et place, l'investissement dans vos infrastructures, de garantir une rentabilité sur l'investissement qu'il a fait. Bon, ça signifie souvent qu'on s'engage pour 15 ans, alors que le passage de l'électrification en France ne fait que commencer et que l'écosystème des véhicules électriques est en pleine évolution, avec un potentiel de croissance important si les tendances actuelles, comme on l'a vu au début de session, se maintiennent. Alors, en concédant quelque part dès maintenant, durant cette phase initiale d'apprentissage de l'électrification, il y a un risque de manquer quelque part ce que je nomme l'upside ou la plus-value future qu'on est en lieu de croire qu'on pourra faire sur les IRV et sur l'électrification. Dans ce contexte, c'est principalement effectivement le tiers investisseur qui récoltera la majorité de la plus-valorisation qui est liée à une place de parking équipée, au détriment, ou en tout cas en lieu et place du propriétaire, même si celui-ci recevra un loyer et une portion du revenu. Donc, cette longueur du contrat qui est nécessaire pour faire fonctionner un contrat de tiers investissement, ça rend aussi le propriétaire dépendant du tiers investisseur
pour l'intégralité du périmètre concédé, de la maintenance, de la mise à jour des équipements, et puis ça peut poser problème en cas de litige ou de faillite de ce dernier. Donc, ça, c'est un point important. En adoptant aussi le modèle tiers investisseur, quelque part, on renonce à la liberté de choix, ce dont on a parlé précédemment, et qui ont fait justement l'intérêt de l'investissement en propre. D'abord, celle du modèle économique, la liberté d'ajuster les paramètres, de tester, de modifier en fonction des retours d'expérience. Et donc, on perd un grand nombre de points qui sont liés au modèle, on va dire, d'investissement en propre, les avantages étant les inconvénients de l'autre. Alors, si on a ces deux extrêmes quelque part, ces deux modèles, on pourra répondre aux questions ensuite, il y a un modèle intermédiaire qui peut être disponible. Qu'est-ce qu'on a comme autre solution? Bon, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle une solution BaaS, Born as a Service, qui vise en fait à faire bénéficier nos clients des avantages de l'investissement en propre, tout en s'affranchissant de manière significative des dépenses en capital, en transformant une large partie des CAPEX en dépenses opérationnelles. Donc, de cette façon, en fait, on transforme les coûts totaux qui sont liés aux bornes de recharge, aux accessoires, à leur installation, dans un loyer mensuel. Et ce loyer englobe également tous les services d'exploitation associés. En fonction des installations, il se peut qu'une portion des investissements puisse rester nécessaire pour les infrastructures électriques qui sont en amont de la partie du tableau qui regroupe les IRVE, tableaux électriques, et qui, elles, sont amorties sur une période de 5 ans. Mais dans tous les cas, on bénéficie d'une diminution significative de la partie investissement. Donc, en fait, l'entreprise ou propriétaire, quelque part, jouit d'une solution IRVE tout en un. On est dans la solution tout en un, qui peut être mensualisée ou éventuellement trimestrialisée avec des loyers, avec un certain nombre d'avantages. Bon, premièrement, on garde la liberté et le contrôle sur la stratégie de tarification, sur le modèle économique, sur le prix de vente, sur les marges, tout en garantissant un service à un prix plus compétitif que si une marge pour un tiers investisseur devait être incluse. Deuxièmement, ça favorise un déploiement progressif qui est adapté potentiellement à l'évolution réelle de l'utilisation des équipements. Et puis, plus important encore, c'est-à-dire que cette approche, elle permet de valoriser les actifs places de parking équipées plutôt que d'en faire profiter un tiers, tout en conservant une maîtrise totale. Donc, pour un investisseur ou un gestionnaire immobilier dont l'objectif est de valoriser et exploiter ces actifs immobiliers, effectivement, il semble plus logique de considérer les places de parking comme une partie intégrante du portefeuille d'actifs à valoriser plutôt que de les confier à des tiers. Et donc, l'atout de cette solution, c'est que comme c'est une location plutôt qu'un leasing, les loyers sont traités comme des charges d'exploitation et ça ne figure pas au bilan ni dans les notes. Donc, c'est déconsolidant, comme on dit. Les loyers sont entièrement déductibles du résultat imposable et on préserve ainsi les capitaux propres de l'entreprise. Accessoirement, on n'avance plus la TVA, on préserve la capacité d'endettement et puis ça aussi offre une grande flexibilité en termes de durée locative avec des options qui vont de 3 à 5 ans et la possibilité de premier loyer majoré. Donc, quelque part, la solution Born as a Service, c'est une solution qui permet de combiner le meilleur des deux mondes entre un investissement direct qui consomme des liquidités et un modèle délégué à des tiers investisseurs pour des gens qui ne veulent pas effectivement porter l'investissement eux-mêmes. Alors, en conclusion, le choix entre l'investissement direct d'un côté et le recours à un tiers investisseur pour les bornes de recharge, pour les IRVE, c'est un choix stratégique dans la mesure où il engage sur un horizon long terme. L'investissement direct, ça offre un contrôle total et un potentiel de valorisation immobilière, mais effectivement avec un risque plus élevé. Et à l'inverse, le recours à un tiers investisseur, ça minimise les risques financiers et techniques, mais ça implique une dépendance et un bien moins grand contrôle. Donc, ce choix entre maîtrise et concession, pour nous, ça doit être fait à la lumière d'une réalité aujourd'hui assez criante. C'est que la croissance exponentielle amorcée est prévue
des besoins en IRVE. Et d'autre part, il dépend de plusieurs autres facteurs, notamment le capital disponible et les objectifs long terme qu'on se fixe pour la mise à disposition des IRVE. Bon, il doit être fait aussi à la réalité la lumière d'une autre réalité, pardon, c'est celle des centaines de millions d'euros qui sont déversés depuis 24 mois dans l'industrie du tiers investisseur en IRVE. Ça confirme bien que les investisseurs professionnels aujourd'hui sont convaincus que le besoin et le potentiel de croissance en France est bien là, et que d'autre part, la rentabilité de ces investissements dans ce type d'actifs est rentable. Enfin, comme on l'a vu, dans le cas où on souhaite garder le contrôle de ces installations tout en minimisant l'impact bilantaire et la sortie de liquidité à l'instant zéro, la solution Born as a Service, ça embarque quelque part le meilleur des deux mondes, bien sûr au prix d'un loyer de l'argent qui est cohérent avec les taux de marché. Voilà, j'espère qu'on a couvert les sujets et on avait prévu de couvrir ensemble aujourd'hui.